Excellence Natondi Botondi Penza, Nalibaku Pesibiso Potoko Makati Nao Esika. Personnellement, ces genres d'activités me touchent quand je vois d'où je suis venu et d'être en face de vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Alors, vous parlez des sanctions américaines. Les accords ont été signés au mois de juin. Au mois de décembre, les accords ont été entérinés. Au mois de mars, les sanctions sont tombées contre l'armée rwandaise. Quand est-ce que les troupes rwandaises quittent notre pays? Nous sommes fatigués. Et alors, en 2022, au mois de novembre, vous avez reçu ici à la présidence M. Azarias Rouberoa, M. Nyarugabo et d'autres hauts cadres de la communauté Banyamulenge. Ils ont demandé la protection particulière. Et vous leur avez promis, vous leur avez donné des garanties en disant que vous serez là pour eux. En 2023, j'ai couvert les procès Mwanga Chouchou. Quand il a été arrêté, j'ai couvert ça jusqu'à la fin. Et après ces procès, Azarias Rouberoa et Nyarugabo ont également quitté les pays. En 2023, vers le mois de juillet, Africa Intelligence va publier un article dans lequel il va révéler que Nyarugabo et Azarias Rouberoa, en fait, les FBI et les services de renseignement congolais ont travaillé sur les financements que reçoivent les Red Tabara et les Twirwaneho dans le haut plateau des Minembwe. Et Azarias Rouberoa et Nyarugabo ont été cités. Aujourd'hui, Nyarugabo fait partie de ceux qui déportent les frères Banyamulenge d'un coin à un autre, tout en les instrumentalisant, comme le ministre Mouyaya aime le dire. Monsieur le Président, êtes-vous déçu d'avoir placé votre confiance dans ces leaders qui manipulent aujourd'hui certains compatriotes au point que ça ne va pas? Il y a des morts qui sont comptabilisées. Des fausses communes sont découvertes également à Ouvira après la récupération par nos forces de la ville d'Ouvira. Et j'aimerais aussi, Maman Tina, s'il vous plaît, vous informer que dans les sud d'Ubangi, il y a les Mbororo qui commencent. En 2017, on a vu ça ici dans l'ouest de Kinshasa. Aujourd'hui, on parle des Mobondo. À l'équateur, il y a des Mbororo qui se promènent avec des vaches, qui commencent à récupérer des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Je précise dans le nord et dans le sud d'Ubangi. Merci. Merci bien. Merci, maman. Merci beaucoup. Ah, mais vous voyez que vous êtes très apprécié, hein? C'est le comité de soutien qui est donc derrière. en fait... oui, je crois que je vous l'ai dit. C'est comme si je savais que c'est comme si je savais que vous alliez poser cette question, mais je l'ai dit avant, en temps non suspect. J'ai parlé de cette manipulation rwandaise via les Red Tabara qui consistait à taper sur la communauté Banyamulenge et faire croire que ce sont les communautés... non, mais je cherche les Maïmaï, mais je cherche les noms, les Fouliro, les Bembe et tout ça, qui faisaient ce genre de choses. Mais c'est justement ce qui explique ce côté cynique de cette politique. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai eu en tout cas à faire part tout récemment, à l'un de ceux que vous avez, dont vous avez cité le nom là. Il y en a un à qui j'ai écrit un message salé pour lui dire ces choses-là, qu'il soutenait une cause cynique contre sa propre communauté. Et il faisait croire, il crie au voleur alors qu'il sait qui est le voleur. Et je sais pas, c'est tellement bas, je n'ai même pas envie de commenter ça. Je préfère laisser ça. Mais croyez-moi, nous sommes en train de faire des efforts pour amener la paix. Et c'est peut-être ici l'occasion de le redire, et je le redis encore haut et fort. Les Banyamulenge sont nos compatriotes congolais. Je ne tolérerai pas qu'il y ait de la discrimination sur cette communauté. Je la défendrai comme je défendrai toutes les communautés de la République démocratique du Congo de la même manière. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge. Moi, j'ai un Munyamulenge dans mon cabinet, qui revient de mission, une mission périlleuse. Et il est allé, je crois que vous avez dû voir ça à la télévision, parce que moi, je l'ai vu à la télévision, aux infos. Il est allé à Bibokoboko, dans les hauts plateaux. Il est allé à Baraka. Il est allé, j'oublie l'autre partenaire. Il a rencontré
toutes les communautés. Banyamulenge, Bembe, Fuliro, Bavira. tout ça. Il les a mis ensemble. J'ai vu les images. Il les a mis ensemble, il leur a prêché la paix. Et il y avait même là un de ceux qu'on dit, qu'on donne comme un anti-Banyamulenge, etc., le fameux Yakutumba. Yakutumba était là. Lui aussi, il a donné un message de paix. Donc il y a un espoir qui renaît dans cette partie du pays, que seul le Rwanda est mécontent de voir. Le Rwanda et ses supplétifs que vous avez nommés là, qui sont, eux, chargés d'agiter justement cette paix, de la bouleverser, de la perturber, pour que le massacre des Banyamulenge continue et qu'ils puissent le justifier. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repris la ville d'Uvira, une manipulation avait été faite pour que tous les Banyamulenge vident les lieux et qu'on brandisse cela comme un prétexte pour dire, vous voyez pourquoi on fait la guerre? Parce que les Banyamulenge sont maltraités. Dieu merci, beaucoup sont restés, j'ai donné des instructions, on ne touche pas, on n'a pas touché, et aujourd'hui, ils sont contents. Et chose bizarre, ceux qu'on avait entraînés dans des manipulations sont en train de demander à rentrer à Uvira. Mais ils sont prisonniers. On les a gardés prisonniers de l'autre côté parce qu'ils ne veulent pas qu'ils retournent. Donc vous voyez que cette guerre, c'est une guerre qui nous a été imposée pour d'autres raisons. Cette haine entre les communautés, elle a été suscitée pour justifier certaines choses. Et donc, ça, je ne peux pas l'accepter. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour mettre fin à ça et permettre aux communautés congolaises de vivre en paix. Parce que c'est ça qui est notre vocation. Le Congo a toujours été un pays de paix. Ces choses-là, nous ne les connaissions pas. Nous, quand on grandissait, on a grandi avec des amis Banyamulenge et autres. On ne connaissait pas ces choses-là. Moi, j'ai su que j'étais Moulouba du Kasaï quand j'avais plus de 10 ans. Et même pas dans des conditions de discrimination, mais parce que, bon, lors d'une fête où je ne sais quoi, les gens, les chantres et tout ça, hein, ils vantaient la culture Louba, et c'est comme ça, on a, non, tiens, c'est chez nous, ça. Donc, moi, j'ai jamais vécu dans cette haine, jamais, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Surtout quand on est entre Congolais, je ne peux pas haïr un autre Congolais uniquement pour ses origines. La preuve, d'ailleurs, que ma femme, elle est de l'Est, donc... Et c'est vraiment dans notre famille qu'on est tous comme ça. Aucun de mes frères n'a une femme Louba, aucun. On a tous des femmes de la République, des Congolaises, voilà. Donc vraiment, c'est vraiment des choses que je combats et je combattrai toujours. Alors, sur elle a posé la question... La présence des Mbororo et puis sur le départ des troupes rwandaises. Pour les Mbororo, maman, apaisez-vous, le VPM intérieur avait reçu mission, je crois, je ne sais pas s'il peut nous dire 2 mots sur ce qui a été fait quand je vous ai demandé de mettre une... S'il peut le confirmer, les fonds seront mis à disposition. La commission va se charger dans un premier temps de se disperser dans les 4 provinces concernées par la présence des Mbororo. Nord et sud du Bangui compris. Nord, sud du Bangui, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, okay. Pour les identifier, les recenser, les personnes et les bêtes. Et la commission est composée, elle est multiservice. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère de Pêche et Élevage, Santé et les services de sécurité. Ceci nous permettra d'avoir les statistiques et l'identification des différents sites. Et par la suite, comme vous l'avez demandé, nous allons organiser un forum ici à Kinshasa qui va nous permettre de dégager la politique nationale sur la gestion des populations en transhumance présentes en République démocratique du Congo. Oui. Merci. Alors, ce phénomène, maman, il faut aussi expliquer que nous ne pouvons rien contre ça. C'est une résolution des Nations Unies. Les populations transhumantes, on a l'obligation de les recevoir. Mais nous n'avons pas l'obligation de subir leurs lois. C'est ça que nous voulons juguler et mettre nos populations à l'aise. Parce que leurs bétails vont brouter les propriétés agricoles de nos compatriotes et c'est ça qui génère des conflits. Donc nous sommes en train d'y travailler
je crois que ça va aller. Et la dernière, c'était... Le départ des troupes rwandaises de nos territoires. Bon, ça c'est encore ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer. Ce qui est vrai, c'est qu'ils continuent de renforcer leur position. Je crois que vous le voyez même à travers les réseaux, mais en tout cas les renseignements que nous recevons, c'est qu'ils continuent à renforcer leur position. Nous le faisons constater évidemment à la communauté internationale d'une part, et d'autre part, nous prenons les dispositions nécessaires pour parer éventuellement à toute aventure qu'ils oseraient mener. Nous attendons. Si vous le permettez, Monsieur le Président, on prend 3 ou 4 questions, 3 dernières questions. Je prends mon voisin de gauche, le doyen Kibambi Ishitwa. Le micro est là. Ah, pardon. Merci bien, Monsieur le Président de la République. Il y a vous avez eu des propos de campagne à l'époque disant « quand je serai au pouvoir, plus de cachots ». Quand vous êtes arrivé en fonction, vous vous êtes rendu compte que les cachots sont tout à fait inévitables. Mais c'est la question que je voudrais vous poser. À un certain moment, on a connu cette affaire d'envoyer des gens arrêtés à 4 heures du matin. Je la pose pourquoi? Parce que c'est dangereux. Dans les ambassades, on nous regarde, on vous regarde. Et ils risquent, le moment venu, dire que finalement, Tshisekedi n'est pas aussi démocrate qu'on l'avait cru. Et donc de nous rentrer dedans. 4 heures du matin, on va chez quelqu'un, on le prend, on l'enlève, on l'amène quelque part et puis sa famille n'a plus de nouvelles. J'avais d'autres questions, mais comme je suis discipliné et que je suis doyen, je m'arrête là. Oui. Vous savez, merci Monsieur Kibambi Ishitwa, merci beaucoup. C'est un honneur d'ailleurs de vous revoir et de recevoir une question de votre part. Vous savez, les bavures, on ne les voit pas qu'en République démocratique du Congo. Il y en a partout. Même les polices les mieux organisées, les mieux équipées n'échappent pas à cette règle. Ça arrive. C'est regrettable qu'on aille chercher quelqu'un à 4 heures du matin. Je ne sais pas de qui vous parlez, de quel cas il s'agit, de toutes les façons, mais je vous crois et je trouve que ça ne devrait pas se faire. Bon, maintenant, il faudrait que j'essaye aussi de me renseigner là-dessus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le chercher à cette heure-là. Vous savez, dans les services de renseignement, les services de police et autres, il y a parfois des raisons qui militent à leurs actions. Donc, est-ce que c'est justifié ou pas? Maintenant, il faut regarder par rapport à la loi, si cela rentre en ligne de compte. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est des choses regrettables. Je les ai vécues moi-même et je sais de quoi il s'agit. À l'époque, quand on venait comme ça prendre mon père nuitamment et autres, c'est vraiment perturbant. Et pour les enfants, l'épouse, c'est pas très recommandable comme traitement. Je regrette si cela est arrivé. Je le prends sur moi parce que ce sont des services qui sont finalement sous ma tutelle aussi. Donc, je suis le chef de l'État. Mais si vous avez l'amabilité de nous dire de quel cas il s'agit, je pourrais vous répondre dans les heures qui suivent pour savoir ce qui s'est passé réellement. Et c'est regrettable, évidemment, mais nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de choses, surtout en ce moment où nous avons affaire à une agression dont nous avons largement parlé ici, et des infiltrations, jusque dans la ville de Kinshasa. Donc, le moindre suspect est traité comme un coupable, hein, et donc, si réellement il était innocent, ce n'est qu'après plusieurs jours qu'on se rendra compte de son innocence et qu'on le libérera. Mais je demande vraiment l'indulgence de ceux qui sont choqués par ça. C'est ce qui arrive dans un État en guerre. Même les nations les plus démocratiques, regardez ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001,
lorsqu'on a mis la prison de Guantanamo. Il y a eu des gens qui ont passé 10 ans dans ces geôles, tout en étant innocents, qu'on a libérés 10 ans après, parce qu'ils étaient suspects. Nous, on le fait, on est vraiment loin de tout cela. Nous, on le fait autrement. Ceux qui sont interpellés sont mis dans des conditions, mais vraiment les meilleures, ne sont pas traités comme des coupables, en attendant évidemment que leur culpabilité soit prouvée. Mais malheureusement, dans ce genre d'opération, il ne peut pas manquer de bavure, et quand ça arrive, on n'a pas d'autre choix que celui de regretter et de chercher à réparer. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame Odia, vous aviez une question. Si elle n'a pas été répondue, Monsieur Bossolo, vous êtes le suivant. Allez-y, Madame Odia. Élisée Odia, journaliste. Monsieur le Président, bonjour. Vous organisez cette conférence de presse en marge de la célébration de la liberté de la presse. Vous êtes en face d'un média complètement, des médias paupérisés. On sort des états généraux de la presse où il y a eu des résolutions qui ont été prises, notamment des subventions à l'endroit des médias. Plusieurs années après, ces médias, ces journalistes qui sont en face de vous sont en train d'attendre quand est-ce qu'on va assister à la mise en place justement de ce mécanisme qui permettra aux médias congolais d'être effectivement indépendants, mais également responsables. Et enfin, vous parliez tout à l'heure de services. Il y a un service qui essaye de sortir de l'eau, c'est le service national. Alors, d'aucuns se posent la question, à quand l'expansion de ces services nationaux? Est-ce qu'on s'arrêtera à Kanyamakasese ou vous allez étendre ça, mais pour quand? Merci. Merci. Merci, Madame Odia. Bon, je suis quand même un peu mal à l'aise avec cette situation de la presse. Parce que d'une part, j'ai vraiment envie d'aider. Mais de l'autre, je me dis, la main qui donne, c'est celle qui contrôle. Est-ce que quand on va commencer à vous accorder ces subventions, vous allez encore nous critiquer? Ah non, mais si vous le faites mal, on coupe les subventions. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Maintenant, je me rappelle que j'ai déjà eu ce débat, je crois que c'était à Goma, si mes souvenirs sont bons, avec la presse... pardon? C'était en Belgique, mais à Goma aussi, je me rappelle, c'était avec un groupe de journalistes, et je leur avais posé cette question. En fait, réfléchissez. Moi, je suis plutôt pour des facilités de crédit qui vous seraient accordées par des banques commerciales de la place pour vous permettre de vous gérer seul. Vous êtes des entreprises. Vous êtes des entreprises. Si vous demandez à l'État des subventions, l'État va vous demander des comptes. Et je vois très bien le ministre Fouamba qui se fait critiquer. Là, maintenant, dans le phare, on parle des coupures des 5% ou de je ne sais quoi. Je ne crois pas que le phare va recevoir cette subvention le lendemain. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est bien, mais essayons d'avancer. Gardons le contact. En fait, moi, je vous propose de garder le contact, de continuer les discussions et de voir comment est-ce que nous pouvons le faire. Je veux vous faciliter la tâche. Il m'est arrivé, je le dis comme ça, de manière détachée, de donner parfois certains coups de pouce, on va dire, à des médias, parce que je les aime tellement, j'aime tellement le travail qu'ils font, et quand j'apprends qu'ils sont en difficulté, j'aide. Mais je n'aime pas trop faire ça, parce que ça va devenir comme une sorte de dépendance. Donc ce média ne pourra pas me dire la vérité, il dira toujours ce qu'il me plaira de dire, d'entendre, et c'est pas bien. Donc si on est honnête, on doit accepter la critique, constructive bien sûr, pas la méchante, la critique inutile, mais celle qui est objective. Et pour ça, moi je trouve que vous devriez plutôt vous tourner du côté des banques, et on pourrait imaginer par exemple un peu à la manière des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat des jeunes, vous faire une sorte de garantie pour que l'accès au crédit vous soit facilité. Mais
continuons les discussions et voyons voir ce que ça peut donner. Alors, par rapport au service national, moi, je suis très, très fier de ce service et surtout de celui qui le dirige, le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, qui est un homme extraordinaire. Mais avant, permettez-moi quand même de rendre hommage à l'illustre disparu qui est Laurent Désiré Kabila, qui est en fait le vrai fondateur de ce service, qui a eu une vision formidable de cette institution que j'avais trouvée vraiment à l'agonie en arrivant. Mais grâce à cet homme dont j'ai parlé, le général Kasongo, on a pu le renflouer et le remettre à flot. Et ça, c'est formidable le travail qu'ils font. On a transformé des délinquants en bâtisseurs. Et aujourd'hui, ils sont spécialisés dans beaucoup de métiers, construction, agriculture, électricité. Ils sont vraiment, vraiment formidables. Et le centre de Kanyama Kasese n'est qu'un centre pilote qui a vraiment poussé, qui est en fait l'embryon en fait, par lequel tout ceci arrive et va arriver. Croyez-moi, l'expérience ne va pas s'arrêter qu'à Kanyama Kasese. L'objectif est d'aller ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'il a déjà commencé des activités au Congo central ici, du côté de Songololo aussi, mes souvenirs sont bons. Ça, c'est pour agricole, donc c'est pour desservir la ville de Kinshasa, le Congo central et la ville de Kinshasa. Et donc, je pense que ça va aller crescendo. Mais ça dépendra, il faudra des moyens, de plus en plus de moyens. Et ça va aller en tout cas. Il fait du très bon boulot et il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Ça va continuer. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a beaucoup de... Monsieur Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans un premier temps, j'aimerais, au nom de l'UNPC Kinshasa, vous remercier de votre implication dans nos deux requêtes la fois dernière, concernant votre implication dans la liberté retrouvée de Sanis Jakera. Ah, okay. Et notre congrès de l'UNPC qui a pu trouver écho à la demande qui était faite. Donc, ces journalistes de Kinshasa, qui sont plus de 4000, vous remercie. Et nous pensons que ce type de rendez-vous pourrait se répéter pour que nous puissions échanger avec vous. D'accord. Question par rapport à votre famille politique, l'Union Sacrée. Il se constate qu'il y a comme un malaise permanent depuis que le nouveau secrétaire permanent est installé. Pourquoi vous rigolez? Allez-y, Monsieur Kassamba. Parce qu'il ne semble pas être en bon terme ni avec les leaders, Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba, Bahati. Et surtout, nous aussi, nous n'avons pas la lisibilité sur l'orientation pour vous aider à consolider la démocratie dans notre pays. Alors, question, et quand est-ce que Monsieur le Président pourra mettre un peu de l'ordre dans sa famille, l'Union Sacrée, parce que entre la cohérence que vous venez de nous présenter et ce que nous vivons au quotidien, c'est un peu compliqué. Merci, Monsieur. Bon, vous comprenez que c'est quand même une question de cuisine interne et que ce n'est pas ici le lieu d'étaler les plats et autres recettes qu'il y a dans cette cuisine interne. Je comprends ce que vous dites et le moment venu, j'inviterai les uns et les autres autour de moi à venir discuter de ces conflits permanents. Je ne sais pas comment vous les avez appelés là, mais rassurez-vous, c'est une situation qui est tout à fait inhérente à toute organisation humaine. Par moment, il y a des tiraillements. L'essentiel ici, c'est de ne pas couper le fil,
le cordon ombilical. Il faut rester soudés, unis pour le même objectif et non pas regarder son propre nombril. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et merci quand même pour la question, Jean-Marie, parce que je pensais que vous auriez été beaucoup plus virulent. J'ai l'impression que vous commencez à approcher de la retraite, là. Dans le social. On n'est pas encore dans le social. Attendez, la thématique sociale arrive. Nous sommes encore en politique et gouvernance. Monsieur Alain Irung. Radio Okapi. Bonjour, Monsieur le Président. C'est Alain Irung Mouchige de Radio Okapi. Monsieur le Président, quand vous passez, les Quinois vous saluent, mais après votre passage, c'est le déluge. Parce que pour eux, rentrer à la maison, c'est un véritable parcours de combattant. Vous avez ici les efforts que vous faites. Et on a malheureusement le sentiment que plusieurs décisions du Conseil des ministres, où on suit que le président a donné telle injonction, a recommandé ceci et cela, ne sont pas suivies. Prenons le cas des embouteillages. Pour la plupart, ce sont les ministres qui sont ici, qui prennent le sens contraire et qui ne montrent pas l'exemple à la population. Quelle est votre réaction? Mais je ne sais pas, je pense que j'ai été très clair une fois, j'ai déjà fait cette communication en Conseil des ministres au sujet d'emprunter les voies en sens contraire. Je ne sais pas si vous avez des cas précis, mais la prochaine fois que vous en avez, veuillez bien noter la plaque. Et si vous avez même vu le visage du ministre ou de... Bon, voilà, même le fait de bâcher les plaques est interdit. Ce fait est interdit. Donc, mais si jamais vous avez la chance ou l'occasion de voir le visage du ministre ou de la ministre, n'hésitez pas à me donner son nom. Il va quitter le gouvernement immédiatement. Alors, ils ont été prévenus, ils le savent. Alors, au sujet des assignations, je voudrais ici demander votre indulgence. Vous savez, des fois, et je comprends, hein, je ne vous le reproche pas du tout, vous fonctionnez, et c'est normal, comme si nous étions un pays en situation normale. Nous sommes un pays en guerre, ne l'oubliez pas. Et je vous l'ai dit ici, nous avons fait énormément d'efforts, nous avons mobilisé énormément de ressources. Aujourd'hui, je pense, je parle sous le contrôle de la Première ministre, que les premières ressources, les ressources les plus élevées aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est l'armée. Et donc, il se fait que certaines assignations ont du mal à être atteintes parce que nous sommes obligés de faire des coupes budgétaires pour prioriser d'abord principalement l'armée. Mais nous avons aussi de gros imprévus comme les érosions, comme les inondations. Vous avez vu à 2 reprises ici à Kinshasa, nous avions connu de grosses inondations et nous avons dû parer au plus pressé en intervenant auprès de nos compatriotes pour mettre à l'abri nos compatriotes qui n'avaient plus de maison, qui étaient à la belle étoile, et on n'allait pas les laisser dans cette situation-là. Il fallait mobiliser les ressources. Et là, il faut faire des sacrifices. Donc, on met tous les moyens, évidemment, au service des sinistrés. Et malheureusement, on doit reléguer d'autres priorités après celle-là. Donc, voilà. Mais de toutes les façons, nous suivons la situation avec la Première ministre. Les assignations qui ont été données, à un moment donné, nous allons reprendre le tout pour voir qui des ministres concernés les a atteintes ou pas. Et nous en tirons les leçons, évidemment, quand il faudra refaire un remaniement. Voilà. Alors, au fond, là-bas, je vois... Monsieur Innocent Olenga, scoop.rdc. Merci beaucoup, Innocent Olenga, des scoop.rdc.net. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Innocent. J'ai juste une question courte
Et puis un message pour vous. Pour Pas votre de Excellence. message, s'il vous Un plaît. Si tout message le monde pour- va c'est- dans les c'est messages. très important, Madame Tina, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, ça sera un court message. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, là, vous avez dit que vous êtes très ouvert au dialogue. Si aujourd'hui, l'ancien président Joseph Kabila sollicitait de vous rencontrer personnellement, serez-vous favorable à sa demande ou vous allez la rejeter? Et si c'est oui, qu'allez-vous lui dire en face en les regardant dans les yeux? Et si c'est possible, votre commentaire sur les sanctions américaines lui infligées. Le message est simple. Lorsque cette conférence de presse a été annoncée, j'ai reçu beaucoup d'appels émanant de Lusambourgville. Ils m'ont dit, si vous y êtes conviés, passez ces messages au président de la République. Depuis votre avènement à la tête du pays, aucun gouverneur de province, de Stéphane Moukoumadi, en passant par Gilles Lodi, Victor Kitenge, pour revenir à Gilles Lodi, aucun d'eux n'a construit ne serait-ce qu'une toilette. Tous les bâtiments laissés par les Belges sont déjà écroulés et rien de nouveau n'est construit. Lusambourgville n'a bénéficié d'aucune réalisation, ni du projet de 100 jours, ni du projet Tilé-Gelou, moins encore des PDL 145 territoires. Par 2 fois, vous êtes allé au Sankourou, mais malheureusement, votre Excellence n'a pas été à Lusambourg. Pourtant, chef-lieu de la province et ancienne capitale du Grand Kasaï, dont l'histoire avec l'UDPS est très liée du fait que l'un des pionniers de l'UDPS, Joseph Ngaloulam Pandangila, était né à Lusambourg. Les Lusavillois implorent votre attention pour leur ville. Merci. Merci. Mais vous avez oublié de préciser, Monsieur Innocent, si mon prédécesseur me demandait de le voir où? Au Congo ou ailleurs? Bon, d'abord, s'il sollicitait vous rencontrer, peut-être les lieux, c'est vous qui allez les déterminer. Mais où? Est-ce qu'il est prêt à venir à Kinshasa? Mais votre Excellence peut l'autoriser pour qu'il ne soit Il pas serait inquiété. prêt à venir. Non, mais écoutez, trêve de plaisanterie, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je suis le premier à regretter cette situation, qui pour moi est un vrai gâchis. Nous avions réussi, lui et moi, lui particulièrement d'ailleurs, à obtenir la première alternance pacifique et démocratique dans notre pays. Après 60 ans, hein, 58 ans, 60, on était à quel moment là? On était en 2018, 58. Donc, c'était historique. Et nous n'avions pas le droit de cracher sur un tel héritage. Malheureusement, aujourd'hui, les générations à venir retiendront que celui qui a été un acteur clé dans cette alternance pacifique et démocratique a aussi été le fossoyeur de cette belle œuvre. Je me rappelle qu'en 2024, après une intervention chirurgicale en Belgique, j'avais tenu un point de presse, une interview, et j'avais déjà dénoncé ce fait. Il y a eu un tollé, mais vous oubliez que le président de la République est quand même, si pas le mieux informé, en tout cas très bien informé.
et ce fait, nous le relevions depuis déjà fin 2023, au moment où le FCC avait levé l'option de refuser de participer aux élections. Nous savions déjà à cet instant-là que leur but était en fait d'empêcher la tenue des élections, parce que ce qu'ils font après n'avait pris que du retard. L'objectif premier était d'empêcher la tenue d'élections en 2023 et de contraindre le gouvernement à un dialogue. Exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Et vous le savez d'ailleurs, mon prédécesseur est sorti clandestinement du pays. Or, jusque-là, avant cela, à chacun de ces déplacements, il ne manquait pas de me le faire savoir. Nous avions un canal par lequel il me faisait parvenir ces messages. Et là, il est parti, j'étais surpris. D'ailleurs, je l'avais invité à mon investiture en janvier 2024. Et vous avez vu, il m'a répondu via sa porte-parole et à travers les réseaux. C'est là que j'ai su qu'il était parti pour un cursus en Afrique du Sud et sans crier gare. Donc, vous comprenez que moi, je suis le premier déçu parce que je comptais évidemment sur cette alternance pour la brandir comme un exemple de démocratie, de stabilité, d'alternance, de pacifique, de tolérance, en fait, tout ce qu'il y a dans la démocratie, afin évidemment de consolider la nation, les communautés. Mais il a choisi de prendre un autre chemin et cela ne pouvait pas rester sans conséquence. La justice s'en est saisie. Là encore, j'avais entendu un tollé, surtout au moment de lui dessaisir de son immunité. Mais aujourd'hui, curieusement, puisque l'Amérique a pris des sanctions, ça y est, tout le monde a l'impression comme ça, donne l'impression de se réveiller d'un profond sommeil en disant « Ah, mais c'était vrai, donc cette histoire, le président avait raison. » Mais je ne suis pas un menteur, je ne peux pas jeter l'opprobre gratuitement comme ça sur quelqu'un qui en fait a même fait du bien à la République en acceptant de s'effacer et de laisser l'alternance se réaliser. Pourquoi le ferais-je? Au nom de quel principe? C'est quelqu'un qu'il fallait au contraire protéger et prendre soin de lui, le mettre en exergue, parce que d'autres nations, d'autres pays pourraient avoir besoin d'une telle expérience, d'une telle sagesse et voir comment est-ce qu'il pourrait aussi aider ailleurs. Mais malheureusement, il a pris ce chemin, donc je suis le premier à le regretter. Je n'ai aucun autre commentaire à faire là-dessus. Les sanctions américaines, elles se justifient sûrement parce que les Américains ont constaté ce que moi j'avais constaté depuis longtemps. Il ne faut pas prendre les Américains pour des enfants de cœur. Ces gens, ils savent peut-être même mieux que nous ce qui se passe dans notre pays. Donc, ils le savaient. Ils le savaient. Et comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils sont à la manœuvre pour amener la paix parce qu'ils ont besoin d'investissement, de créer des chaînes d'approvisionnement avec la République démocratique du Congo. Ils voient en tout individu qui entraverait cette démarche comme un empêcheur de tourner en rond, comme un ennemi à la fois de la République démocratique du Congo, mais aussi de leurs intérêts. Et donc, quoi de plus normal que d'en arriver là? Mais bon, je ne suis pas américain, je n'étais pas dans leur secret au moment des faits, mais ça ne m'étonne pas, ces sanctions ne m'étonnent pas. Alors, quant à Lusambo, oui, je regrette infiniment, surtout qu'au moment des élections, il était prévu cette étape-là, mais malheureusement, vous savez, aux élections, il y a souvent des imprévus, et donc je n'avais pu m'arrêter qu'à Lodja. Et avant cela, j'étais venu à Lodja et j'étais à Tchumbe pour des raisons précises, et je n'avais pas pu aller non plus à Lusambo. Parce que, malheureusement, évidemment, ces provinces-là sont vraiment totalement en délabrement avancé. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai initié le programme des 145 territoires. C'est pour relever nos territoires, essayer de sortir le monde rural
de ce délabrement avancé et inquiétant. Et les efforts vont continuer. Ils ont commencé, on va continuer. Moi, je fais une petite critique d'ailleurs sur cette décentralisation-là qui avait amené à créer ces nouvelles provinces. Nous voyons qu'elle a été faite sans vision réelle de la situation, parce qu'il y a des provinces aujourd'hui créées qui sont non viables, il faut le dire clairement, qui n'ont même pas de budget, qui fonctionnent sans budget, vous vous imaginez. Donc ils président comme ça aux destinées d'un bon nombre de nos compatriotes, mais sans budget, sans gouvernail. Bon, c'est des choses que nous avons trouvées, nous essayons évidemment de parer à toutes ces réalités, mais ça prendra du temps, comprenez-le. Nous avons un pays continent. Nous avons un pays continent qui est très peu intégré à travers ces voies de communication que nous sommes aujourd'hui en train de créer. Je vous ai parlé dans mon discours d'introduction de tout cela, de tous les axes que nous sommes aujourd'hui en train de mettre sur pied. C'est pour faciliter cette intégration nationale qui va nous permettre, évidemment, qui va permettre la libre circulation des biens et des personnes, qui va nous permettre de pouvoir soutenir des économies locales, provinciales, et donc d'aider grâce notamment à des instruments comme le programme de développement local de PDL 145, nous aider justement à revitaliser ces coins et recoins qui sont totalement à l'abandon, totalement isolés. Voilà, donc c'est ça que nous faisons au quotidien. Et dites de ma part à nos amis, nos frères de Lusambo, que j'ai compris cette remarque. Elle n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Il n'est pas trop tard. J'ai encore une mission jusqu'en 2028. Et je ferai tout ce qu'il faut pour arriver cette fois à Lusambo. Alors, en Lingala. Après, un instant, attendez. On va bientôt passer à la rubrique sociale et économie, mais peut-être deux dernières. On repêche des gens en politique et gouvernance. Monsieur Osé, Manzanza, Top Congo. Merci beaucoup. Il faut se battre pour avoir la parole. C'est compliqué. Non, il ne faut pas se battre. Osé Manzanza pour le compte des Top Congo. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Vous avez développé tout à l'heure l'idée de vous présenter ouvert pour toute réflexion autour de la Constitution. Mais on va se rappeler que l'ancien opposant que vous étiez, devenu président de la République, s'était opposé justement à tous ceux-là qui s'est montré ouverts pour des débats autour de la Constitution. Pas de troisième mandat pour Kabila, vous étiez vent debout. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que la population va vous offrir un troisième mandat qu'ils ont refusé à Kabila, par exemple? Merci. Deuxième question, c'est autour de la convocation du dialogue. Une seule question. Une petite question. L'opposition vous accuse justement d'utiliser la guerre pour des fins politiques, de politiser la guerre pour vous maintenir au pouvoir. Vous aménagez un lit du glissement. À quand la convocation du dialogue national inclusif ici au pays avec les acteurs des opposants non armés? Respectez les consignes, s'il vous plaît. Une seule question. Oui, donc vous revenez encore sur cette Pourtant, elle avait déjà été posée. Sempiternelle question de la Constitution. D'abord, vous devez savoir qu'avant de devenir président et donc d'être interdit d'activité dans mon parti politique, vous devez savoir que je suis de l'UDPS. Et qu'en 2006, souvenez-vous, l'UDPS avait dit que si elle arrive au pouvoir, cette constitution sera... Or, là, j'arrive au pouvoir, je ne dis pas que je vais la dégager, j'ai dit on va se pencher dessus. Parce que depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte des entraves qu'il y a. Notamment, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui, nous parlons ici du partenariat avec les États-Unis. Dans le partenariat, les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution.
Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés, 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Vous voyez, le problème de la République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit, ce sont ces sachants ne sachant. En fait, bon, en d'autres termes, on les appelle les nonsologues. Ce sont eux qui pourrissent la vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont parfois vite. On amène des débats qui n'en ont pas le sens, parce que ceux qui les amènent n'en ont même pas l'expertise. Le fait de regarder une constitution, pour se poser la question simplement de savoir, mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, ce n'est pas un crime. Je ne vois vraiment pas. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous que mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016, sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre, hein, comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? C'est pourquoi, à ce moment-là, on a dit, ah, donc ça veut dire que non seulement vous ne les organisez pas, mais en plus, vous voulez changer la Constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. Ce n'était pas la même chose. Et donc là, à ce moment, on s'oppose pas parce qu'on aime la Constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible, mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant. Cette guerre, je vous dis, elle nous a été imposée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des langues se délient. Je ne sais pas s'il y aura une question sur ce sujet, mais dans la communauté Banyamulenge, qu'on a longtemps utilisé comme prétexte, etc., pour justifier la guerre qu'on nous fait, les langues se délient. Vous savez que pendant que nous filions la parfaite entente avec mon voisin et homologue qui m'agresse aujourd'hui, mais il armait les fameuses raids de Tabara, ces milices burundaises, tutsi burundaises, je le dis comme ça pour bien vous situer la question, il les armait pour attaquer les communautés Banyamulenge. Et il y a eu des dégâts, ils ont tué beaucoup de communautés, et on attribuait ça au Maïmaï. Mais en réalité, c'était le Rwanda qui le faisait, pendant que nous avions vraiment une entente parfaite. Donc vous comprenez que c'est vraiment diabolique ce que nous vivons là. Et que donc nous devons absolument mettre fin à tout cela pour oser réfléchir quand même, oser, voilà, c'est votre nom, pour oser réfléchir ou commencer à réfléchir à cela. Non, moi je ne veux pas m'accrocher au pouvoir, mais je veux servir mon pays. Et je le servirai avec toute l'énergie qu'il faudra jusqu'au moment où je passerai la main. Et pour moi, le scénario dans notre pays sera défini par celui en qui je crois plus fort que tout, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. C'est tout. Personne en ce moment, aucun expert ne sera capable de donner le scénario, la situation dans laquelle le Congo sera en 2028. Et moi, tant que cette guerre ne sera pas terminée,
pour moi, le combat continuera. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est sur le dialogue, sur le dialogue. D'un dialogue politique. Mon cher Osé, donnez-moi une garantie que si je convoque des compatriotes en forum ici pour un dialogue intercongolais, la guerre prendra fin. Donnez-moi une seule garantie et je me mets à la tâche et on convoque ce dialogue. Croyez-vous vraiment que c'est parce que quelques Congolais se seront réunis à Kinshasa ou ailleurs dans la République que le Rwanda comprendra le message et il quittera, il va retirer ses troupes? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver ici, faire un dialogue, parce que je connais les visées de ceux qui demandent ce dialogue. C'est d'aller dans un gouvernement, etc. Mais croyez-vous qu'après ça, les Rwandais prendront peur et ils vont quitter notre pays? Je vous ai démontré ici que leur économie est basée sur ces pillages. Donc, ils vont se battre jusqu'à la dernière énergie avant de quitter le sol de ce pays. Et c'est pour ça que des alliés puissants comme les États-Unis sont nécessaires pour nous aider à les faire déguerpir de là. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, le dialogue, moi je suis ouvert. J'ai rencontré d'ailleurs des opposants, je les ai rencontrés. Et aujourd'hui, on en a des anciens opposants qui sont au gouvernement. Je dis anciens parce qu'ils sont plus opposants maintenant qu'ils sont au gouvernement. Donc, c'est vous dire que je suis vraiment ouvert. Je suis ouvert à dialoguer, au dialogue avec tous mes compatriotes, quels qu'ils soient. Je n'ai aucune difficulté à ça. Je suis quelqu'un d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien en privé, ils le savent. Je parle avec tout le monde, tout le monde. Moi, je ne me la joue pas président de la République, je ne contacte pas celui-là. Non, je parle avec tout le monde. Et j'aime entendre d'ailleurs les gens parler, m'exprimer leurs desiderata, parce que j'aime aider les gens. Je n'aime pas voir les gens malheureux. Je veux résoudre les problèmes. Peut-être j'en fais un peu trop, mais c'est ça. J'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, tant que je serai là, c'est à ça que je ferai. Je m'adonnerai. Donc, le dialogue, je le veux, mais je veux un dialogue qui soit conditionné par la paix totale et véritable sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. On ne doit pas insulter nos compatriotes de l'Est qui ont besoin de nous. Est-ce que vous savez qu'à Goma et à Bukavu, beaucoup de nos compatriotes sont désespérés. Moi, je reçois des appels des gens qui me disent « Mais nous avons l'impression d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés par Kinshasa. » Moi, ça me chagrine, ça me fait très mal parce que je vois comment je me casse en plusieurs morceaux pour les sortir d'affaires, mais ils continuent de penser à ça. Donc ça veut dire que nous devons leur montrer, leur envoyer des signaux positifs, leur faire comprendre qu'on ne les a pas oubliés. Alors tenir un dialogue comme si eux n'existaient pas ou comme si leur situation était normale, je trouve que c'est indélicat et irrespectueux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va terminer quand même avec la radio Maria. Le père Wawa, vous avez la dernière question. Comment ? Ouais. Le père Roger Wawa. Bon, je crois qu'on va terminer parce que... Directeur national de Radio Maria. Moi, j'ai un match. Hein. Monsieur le Président, d'abord, merci d'avoir associé la presse catholique à cette conférence de presse. Vous êtes les bienvenus. C'est une première. Vous êtes les bienvenus. Merci. Et une petite question sur la spiritualité. Ouais. J'étais étonné parce que vous êtes revenu à 5 reprises cet après-midi sur le mot Dieu. Vous vous êtes référé à 5 reprises à Dieu. C'est quand même étrange. Pourquoi? Dans une conférence de presse d'un président de la République. Voilà, d'où ma question. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur votre relation avec Dieu? Comment organisez-vous votre vie de prière au milieu de vos multiples occupations? Et peut-être aussi les passages bibliques que vous aimez souvent méditer. Merci, Père Wawa. Ah, ben, merci.
Merci, très intéressante question. Bon, d'abord, je prie tous les jours. Je prie tous les jours au lever et avant de me coucher. J'ai un lieu de culte ici sur le site que nous avons aménagé et donc nous avons des cultes tous les dimanches quand nous sommes à Kinshasa. Et le lundi soir est particulièrement réservé à la prière. Donc je reçois mon groupe de prière habituel tous les lundis, c'est connu, le protocole le sait. Lundi, je prends des visiteurs, mais après la prière, pas avant. Donc, tous les jours, il y a un passage biblique tous les jours que je lis avant de dormir, c'est le psaume 91. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Alors, mesdames, je ne sais pas si vous avez un mot pour peut-être conclure cette conférence de presse, Monsieur le Président, avant qu'on libère tout le monde. Le mot que j'ai, avant de partir, c'est de vous remercier d'abord pour les questions que vous avez posées et vous dire que j'ai pris bonne note de toutes vos remarques, vos questions. Cet exercice, je souhaite également le rééditer, et croyez-moi, nous allons le rééditer cette année encore, si c'est possible. Et tout ce que je vous demande à vous, mesdames et messieurs de la presse, c'est d'aider ceux qui le gouvernent, en tout cas, par vos informations, à édifier l'opinion de nos compatriotes. Parce que j'ai comme l'impression que cette crise, cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont spectateurs. On dirait qu'ils attendent d'en voir l'issue. Or, l'issue risque d'être fatidique, fatale pour eux. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être emportés, notre pays risque d'être emporté. Au moment où je vous parle, ces agresseurs sont en train de se comporter dans les territoires qu'ils occupent comme s'ils étaient dans leur pays. Ils sont en train de changer les chefs coutumiers, imposer les leurs, ils sont en train de mettre leur police, ils sont en train d'essayer d'institutionnaliser cette partition. Et c'est vrai qu'il y a toute cette pression diplomatique, les sanctions, et je remercie tous ces pays qui nous viennent à la rescousse, avec en tête les États-Unis et le Qatar. Mais rien n'est exclu. Nous pourrions tout aussi bien retomber encore dans la guerre. C'est pour ça que je demande la mobilisation tous azimuts de nos compatriotes. Ne restons pas distraits. Il s'agit ici de notre souveraineté. Et ça ne s'échange pas, ça ne se discute pas. La souveraineté, notre souveraineté, nous devrions en être jaloux. Personne ne doit oser la toucher. Et vous avez cette responsabilité, vous, les journalistes, à devenir des patriotes. N'hésitez pas, vous n'entravez aucune règle de votre déontologie en le faisant. Vous êtes d'abord et avant tout des Congolaises et des Congolais. Vous devez travailler dans le sens d'éveiller la conscience de nos compatriotes. Je compte énormément sur vous là-dessus. Maintenant, je vous remercie d'être venus.